Bienvenue tout le monde, comment ça va? On est reparti. Bienvenue au rendez-vous, c'est BP tous, ainsi Et que... Bad Mulch. Et oui, le petit podcast hebdomadaire qui fait plaisir. Et cet épisode, il y aura des grosses choses, plein de news, surtout des news heureuses un petit peu, on a déniché ça, Des bonnes vibes ainsi pour vous. que la recommandation de la semaine, on vous dit pas encore ce que c'est, mais on va aussi parler de la recommandation de la semaine dernière. T'as regardé Will Hunting? J'ai regardé Will Hunting, on va débriefer de tout ça, on a plein On de va choses à se dire faire une dessus. grosse session de débrief sur ce film. Et on va Euh, finir avec les questions que vous nous posez, que vous nous avez posées pendant la semaine et que vous nous posez en ce moment même si vous regardez l'épisode en direct. exactement. Comment s'est passée ta semaine toi, BPT? Ça va? Très bonne semaine. Très bonne semaine. On arrive sur le deuxième mois de l'année là qui se lance. Et Deuxième mois, franchement, hein? la stratégie de se dire les résolutions de début d'année, on les commence quand on peut. Et on n'est pas désespéré si on n'y arrive pas dès la première fois. Moi, ça marche assez bien. Je termine le mois de janvier avec à peu près comme habitude l'intégralité de mes résolutions que j'avais au 1er janvier. Allez, bien joué, tu t'es mis sur ton Sigma Grind Set. Ouais. Et franchement, je trouve que c'est une bonne mentalité. On fera un débrief de tout ça à la fin de l'année pour voir si ça a marché sur le long terme. Mais On en je est où crois que sur c'est nos mieux. paris? On en est où sur nos paris Garde pour ça l'année, de nos côté. prédictions? Viens, on essaie d'oublier. Le mieux, c'est qu'on ait complètement oublié les paris qu'on s'est donnés C'est vrai, au c'est début vrai. de l'année. Et qu'on se rappelle quoi? J'avais dit ça, mais non et tout. On fera ça. C'est vrai. Trop bien, trop bien. Bon, bah alors tu veux commencer par quoi cette semaine? C'est toi qui voulais absolument parler de ton idole. Attends, de mon idole? Taylor Swift? Bah dis-nous tout. T'as eu des Ouais. tickets à 13 000 dollars Non, pour non, le non, non, dernier, le non, non. dernier rang. Non, 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 non. Juste, en fait, ça m'a trop fait marrer. Je sais pas si vous avez vu passer ça, les gens. En fait, les républicains... Donc, petite news internationale aux US, hein. Désolé de parler d'un truc qui n'est pas... En fait, les infos étaient éclatées cette semaine pour la France. Je suis désolé, mais entre... Enfin bref, on va même pas rentrer dedans. Mais petite news internationale. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'année des élections aux États-Unis, élections présidentielles qui auront lieu un peu plus tard là, en 2024. Candidat démocrate Biden, candidat républicain Trump. Les US ont un système biparti. Tout ça, normalement, vous savez, je rappelle juste les bases là-dessus. Au cas où. Mhm. Mais en ce moment, les républicains sont en train de... Au cas où. Cortez. C'est comme ça qu'on dit. En ce moment, les républicains sont en train de péter un câble complètement. Parce qu'en fait, ils sont en train de s'imaginer des sortes de complots complètement lunaires autour de Taylor Swift. C'est devenu voilà, leur cheval de bataille en ce moment dans la guerre culturelle contre les démocrates, les progressistes. Parce qu'en fait, Taylor Swift, chanteuse extrêmement connue, qui a un succès de fou et qui est devenue genre culturellement une sorte d'icône. Je suis pas personnellement fan de sa musique, peut-être 2-3 chansons que je peux fredonner de temps en temps, mais voilà, c'est pas trop mon délire en termes de musique. Par contre, Arrête un peu. écoute, je suis toujours honnête et transparent avec mes goûts musicaux sur ce stream. Hein. Est-ce que si je mets Shake It Off là tout de suite, tu refuses de l'écouter? Moi j'associe ça juste à de la musique, genre tu l'écoutes, genre tu l'entends au supermarché quand tu fais tes courses, tu vois, est-ce que t'as... Bon... Bref, on va pas rentrer... Non, rentrons pas dans ce débat, non, mais regardez, mais si on rentre dans ce débat, tu détestes juste parce que le truc est mainstream, genre il y a juste le fait que ce soit mainstream, t'aimes pas le truc. Non, c'est... En fait, Shake It Off, pour moi, ça fait partie de la même catégorie de chansons que Happy de Pharrell, où genre on essaye de faire une bonne vibe, mais c'est tellement artificiel que ça devient en fait flippant pour moi. Ça devient un truc... Ça me fait peur. Mais ça dépend. Dans un contexte, je peux admettre... Ok, dans un certain contexte, je pourrais l'admettre. Moi, je voyais ça pour Blurred Lines. Waouh. Ouais, non, malaisant Blurred Lines. Bon, bref. Le sujet de fond, les gens, c'est que Taylor Swift, il y a quelques mois, en fait, a appelé ses fans sur Instagram. Donc, il faut se rendre compte de la taille. Hein. En plus, c'est les US, donc les célébrités là-bas, la culture des célébrités est encore plus immensément suivie et influente qu'en France. Hein.
Donc 280 millions d'abonnés elle a sur Instagram, il faut se rendre compte de la taille. Imaginez tous les anglophones dans le monde entier quoi, qui peuvent suivre ça. Bien sûr. Et donc ce qu'elle a fait en fait, c'est qu'elle a juste appelé ses fans sur Insta à s'enregistrer sur les listes électorales. Juste ça. Le bare minimum. Message ultra basique, ultra simple. Globalement, Taylor Swift, la plupart des gens se doutent bien qu'elle est plutôt démocrate, hein, elle est plus progressiste que réactionnaire. Politiquement, même si elle prend pas si souvent que ça des positions en vrai. Mais là, même pas de prise de position, juste elle a appelé les gens à s'inscrire sur les listes électorales pour aller voter aux élections qui arrivent. Et ça a littéralement causé une explosion des inscriptions sur les listes. Un truc genre, tu sais, tu regardes les précédentes années, le taux d'inscription chaque mois, il est à peu près constant, etc. Et là, immédiatement, tu as eu 35 000 jeunes qui sont allés s'inscrire sur les listes électorales. Donc c'est vraiment un gros boom de nombre d'inscriptions pour cette semaine-là, quoi, complètement impactant en fait au final. Et on peut faire le parallèle d'ailleurs avec la prise de position de Pierre Ninet, cette semaine aussi, qui a littéralement mis sur Twitter en réaction à la mort d'un jeune dans un couloir d'hôpital par manque de moyens. Il a dû attendre 8 heures aux urgences et il est malheureusement décédé. C'est pas la première fois que ça arrive. Réaction de Pierre Ninet qui a utilisé sa tribune, le fait qu'il est suivi, qu'il est connu, etc., sa célébrité, pour juste faire ça. C'est un message très basique de allons voter pour des gens qui sont pour améliorer notre système de santé. Et juste un appel au vote. Il a pas dit pour qui, il a pas dit, etc. Un peu dans la même veine que Taylor Swift. Donc moi, je suis très content quand les célébrités font des trucs comme ça. Et ce qui est trop marrant aux US, c'est la réaction des républicains. Juste avant de passer à la réaction des républicains, moi, ce que j'aime vraiment, c'est que c'est pas juste des messages un peu dans le vent pour donner un signalement de vertu. Dans les 2 messages que tu as cités, il y a un appel à l'action clair et pragmatique. Faites ce truc-là pour changer votre condition. C'est-à-dire, dans le message de Pierre Ninet, par exemple, il faudrait qu'on vote maintenant pour changer la situation. C'est pas juste... parce qu'il y avait eu des messages comme ça, genre « Oh là là, la situation des hôpitaux est vraiment horrible maintenant en France. Point. » Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois? Mais c'est vrai, parce qu'on pourrait se dire qu'en fait, juste un appel à s'inscrire sur les listes, à aller voter, on pourrait considérer ça comme genre un truc super minimal et franchement pas si ouf que ça et tout. Le fait est que, je suis désolé, mais dans plein de médias qui se disent de gauche, qui se disent progressistes et tout, reste quand même très flou sur le truc du vote. Est-ce qu'on vote, est-ce qu'on vote pas? Parce qu'on sait qu'il y a tout un pan de la gauche qui, genre, en France, apparemment est anti-vote et pro-abstention. Et donc, moi je suis désolé, il y a même des chaînes comme Blast ou quoi, des médias sur Internet qui sont globalement positifs et progressistes et tout, qui par moment invitent des gens qui sont pro-abstention. Et donc moi j'aime beaucoup le fait que ça soit clair. Et limite, tu sais, entre une personne qui prend rarement des positions sur genre le capitalisme ou sur des gros sujets de fond, etc. comme ça, mais qui appelle les gens à aller s'inscrire, à aller voter, à participer à la démocratie, VS des gens qui font le premier truc mais pas le second, je pense que je préfère des gens comme Taylor Swift et Pierre Ninet. Genre, désolé, en termes de conséquences, encore une fois, moi je suis un conséquentialiste. Tu utilises ta tribune pour véhiculer quel message? Si c'est un message pro-vote, pour moi c'est super positif, hein. Super positif. Donc, mais pour reparler des US, ce qui est super marrant, c'est la réaction des républicains. Les républicains sont devenus fous. Ils ont pété un câble. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, mais pas que, hein, dans plein d'autres pays, la droite, le parti de droite, là, c'est les républicains, en fait, sont structurellement avantagés par le statu quo, c'est-à-dire le fonctionnement des élections, les biais des électeurs, les gens qui sont plus à droite vont plus participer, la façon dont sont découpées les circonscriptions pour les grands électeurs, avec des années de ce qu'ils appellent le gerrymandering, le fait de redessiner les lignes de tes districts pour avantager ton mouvement politique, ton parti politique, fait qu'en fait il y a un tas de biais dans le système qui sont à l'avantage des républicains de base, d'accord. Même, tu vois, en 2016, Hillary Clinton a eu plus de voix que Donald Trump. Donald Trump a gagné parce que tout le système de grands électeurs, etc., est biaisé en faveur des républicains.
Et pour pallier à ça, la mobilisation notamment des jeunes électeurs est un énorme facteur pour, pour provoquer une défaite des républicains et de Trump en 2024. Donc les républicains voient l'impact de ce qu'a fait Taylor Swift, et rien que le fait que c'est des jeunes, il n'y a même pas de message politique clair, il n'y a même pas de aller voter démocrate, etc. Pour l'instant, il n'y a pas ce message-là, et rien que ça les fait péter un câble en fait, ils sont complètement fous. Donc on a une sortie de tout un tas de... Ils sont faibles en vrai, c'est-à-dire qu'ils prouvent leur fébrilité. Ça prouve totalement leur fébrilité, ça prouve qu'ils sont en panique par rapport à ces prochaines élections, et notamment la participation des jeunes générations et les gens qui sont plus progressistes et qui se disent ouais non, peut-être on va pas remettre Trump, on va peut-être pas refaire 4 ans de ça, qu'ils ont eu déjà entre 2016 et 2020. Et c'est allé jusqu'à, bien sûr, des théories de la conspiration, des complots complètement lunaires. Parce qu'en fait, il y a aussi le fait que elle est descendue sur la pelouse du stade après un gros match de football américain avec son amoureux, avec son copain, et donc ça a fait genre un sort de truc power couple, célébrité américain. Donc ça l'a mise en avant, et les républicains pensent que c'est un complot, genre ah regardez, il se présente comme genre, le establishment, le lobby, etc. Le complot international essaye de mettre en avant le couple Taylor Swift et les montrer dans une bonne image, etc. pour justement avoir un impact sur les élections de 2024. Genre c'est de la grosse manipulation des démocrates. Bref, il y a d'autres complots aussi. Il y a un complot... Ah oui, genre Taylor Swift serait une ressource du Pentagone. T'as littéralement un conseiller vétéran de Donald Trump, Stephen Miller, qui s'est baladé avec une banderole avec écrit est-elle un asset du Pentagone. Donc ils vont très 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 loin, Fox News et tout là-dessus. Et non, je pense que c'est juste l'occasion de se moquer des républicains, de se marrer un bon coup et de se dire en fait, ils ont peur, ils sont super fébriles, ils doivent être dans un truc de théorie du complot. Beaucoup de parallèles avec la droite et l'extrême droite française, peut-être dans des proportions moins extrêmes qu'aux États-Unis, mais voilà. Donc plutôt positif. Moi, perso, ma prédiction pour 2024, c'est que Biden va l'emporter. Alors, juste pour rester sur Taylor Swift, elle a eu aussi beaucoup de soutien des gens qui ont défendu ce qu'elle a fait aussi. C'est pas que elle s'est fait attaquer bien par sûr, les républicains. Et moi, j'inviterai d'ailleurs tous les gens qui ne veulent pas voir l'extrême droite arriver au pouvoir à faire quelque chose pour empêcher ça. Bon, là, c'est aux États-Unis, mais j'ai été extrêmement frustré en 2022 de voir l'inaction complète de énormément de personnes qui ont une tribune, en fait. Ouais. Le fait d'avoir une tribune et de pas du tout s'en servir la veille d'une élection qui va mettre aux portes du pouvoir l'extrême droite, c'est très frustrant. Et ça pousse à se demander si ces personnes-là soit comprennent ne serait-ce qu'un tout petit peu la politique, soit sont carrément OK si jamais il y avait l'extrême droite au pouvoir. Et dans ce cas-là, je crois qu'ils comprennent pas non plus la politique. Ouais. C'est vrai. Il faut normaliser ça, mais en tout cas, on dirait qu'il y a des trucs qui bougent un peu là-dessus avec Pierre Ninet. Et puis vous avez 3 ans avant la prochaine campagne présidentielle, tous les artistes, tous les gens qui ont une tribune, pour peut-être vous réveiller et vous voir qu'en fait, vous faites partie du problème si jamais vous aimez pas le pays dans lequel vous êtes. Si jamais vous avez une tribune, vous avez une influence et donc vous pouvez changer les choses. Après, Exactement. ne pas négliger tous ceux qui font déjà quelque chose. Mais bon, en 2022, il y avait quand même très peu de gens qui ont fait quelque chose. Ouais, très très peu. Très très peu. Mais tu vois, les trucs de Pierre Ninet et tout, ça permet de... Tu sais, nous, on va souvent en parler de ça, et il y a des gens qui vont nous répondre, oui, mais ce n'est pas leur rôle. Ils veulent rester dans une sorte de pseudo-neutralité pour ne pas nuire à leur image, etc. Et on a des super preuves empiriques maintenant, parce que regardez, est-ce que Pierre Ninet, est-ce que son image, là, elle est ternie? Est-ce que là, sa carrière, ça y est, elle est terminée? Le gars, super acteur dans un tas de films, un tas d'œuvres et tout. Et là, il fait un tweet pour dire bon, nos hôpitaux, il y a un problème, on va aller voter. Concrètement, est-ce que sa carrière est détruite? En fait, on voit que factuellement, non. Factuellement, ça reste Pierre Ninet, en fait. Et voilà, il n'y a pas vraiment d'impact. Donc, c'est des super exemples, et je vous conseille de les sortir et de vous souvenir de tweets comme ça, de prises de parole comme ça, pour contredire parce qu'il y a toute une catégorie de gens qui vont normaliser justement l'attitude pro-statu quo de ne pas parler de ces choses-là et de rester dans des trucs safe et
et de jamais parler de la situation actuelle en France et dans le monde et tout. Donc voilà, très très basé, très 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 basé. Ok, bah cool. J'aimerais parler parce qu'on a parlé tout à l'heure des résolutions. Il y a eu un événement qui est passé discrètement pour certains, d'autres l'ont vu. Je pense que c'est surtout par les réseaux sociaux que c'est arrivé. Parce qu'en fait, au Royaume-Uni, il s'est passé quelque chose en janvier, Mhm. le Dry January. Est-ce que Oui, tu en as entendu parler? ouais, bien sûr. On boit pas d'alcool en janvier, quoi. Un Le mois petit challenge. entier où faut pas boire d'alcool. Alors, ça a l'air plus répandu que ce que je croyais en France. Parce Ouais, que ouais, ça fait 10% de la quelques années qu'en population, France, les gens. Ouais. cette année, 10% de la population française a sursuivre le Dry January. January. Waouh. Tu vas me critiquer encore pour mon accent. J'ai rien dit. Pas J'ai- encore, pas encore. Mais ça y est, du coup, là, c'est février, donc on peut Bah justement, on recommencer peut faire un à. petit bilan. On peut recommencer à se. On fait dry February. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, pendant un mois, les gens ont décidé d'arrêter de boire de l'alcool. Enfin, 10% en tout cas en France. J'ai vu des témoignages des gens qui redécouvraient la vie. C'était assez touchant, honnêtement. Il y a des gens qui disaient, waouh, en fait, c'est incroyable. La vie. Parce que nous, on s'en rend pas compte. Parce que, enfin, on boit pas beaucoup d'alcool tous les deux, Ouais. voire pas du tout. Et du coup, on se rend pas compte à quel point, quelle est la vie du point de vue de quelqu'un qui boit peut-être tous les jours 2 verres d'alcool. Il faut savoir que une personne sur deux, entre 18 et 75 ans, a bu de l'alcool au moins une fois par semaine. Tu vois, Ouais. au cours de toute une année, c'était une stat qui datait de 2017. Ouais, ouais. Bah, une personne sur deux qui chaque semaine boit de l'alcool, ça te maintient dans un état quand même, tu vois. Ça te maintient en permanence dans un certain état. Ton corps a toujours un peu d'alcool en lui, quoi. Mm. Et ça change ta vie, en fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passe au cours de ce mois où ils ont pas bu d'alcool? Dès la première semaine sans aucun alcool, ils ont eu un meilleur sommeil. Au bout de 2 semaines, tu as déjà des pertes de poids parce qu'en fait, il y a pas mal de calories dans l'alcool. Et ensuite, il a commencé à avoir, tu as une meilleure réflexion, tu as plus d'énergie, ta peau devient plus belle parce que vu que c'est vasodilatateur, t'as plus le teint rouge, tu vois. Ah non, mais l'alcool, c'est genre littéralement une des pires drogues en termes de conséquences sur ta santé, sur ton cerveau, etc. Enfin, c'est un gros sujet, d'accord, la consommation de drogue, la dépénalisation, etc. Il y a plein de trucs. Mais quand on compare vraiment les impacts de tout un tas de drogues, l'alcool, c'est ouf. Moi, pour moi, le fait que culturellement, on ait normalisé ce truc-là, enfin, je connais les raisons historiques pourquoi on l'a fait plutôt que d'autres drogues. Mais le fait que ce truc-là soit normalisé et d'autres drogues soient genre. Il y a des cercles où, genre, si t'en parles, t'es vu comme un sorte de criminel, etc. Et tous ces gens vont, genre, juste ouvrir leur bière et boire devant toi. Et, genre, il n'y a aucun problème. C'est là, genre, bon, le double standard est juste fou, quoi. Ouais. Mais, Il y a le foie aussi. Dès les premiers mois, ton foie il se régénère, il a la capacité de se régénérer complètement. C'est assez fou pour les gens. Si vous avez raté cette occasion d'essayer d'arrêter de boire de l'alcool et que vous buvez régulièrement de l'alcool, bah déjà, faut faire attention. Les gens qui boivent plus que ce qui est recommandé, c'est-à-dire plus que 10 verres par semaine et 2 verres par jour, apparemment, tu es très accoutumé à partir de ce point-là. Et si tu t'arrêtes du jour au lendemain, tu peux avoir bouche sèche, nausée, sueur, tremblement, etc. C'est les symptômes du sevrage, quoi. et ouais, c'est Et violent. dans ce cas-là, il faut vous faire suivre ou alors au moins que vos proches vous soutiennent, etc. Mais en tout cas, moi je dis ça peut être une bonne occasion d'aller voir un peu les témoignages du Dry January parce que c'est hyper inspirant et je crois que pour des gens qui ont bu depuis, je sais pas, imagine t'as bu depuis que t'as 17 ans, tu peux avoir l'impression que c'est la vie normale ce que tu es en train de vivre et en fait peut-être tu passes à côté de quelque chose. Donc ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, l'impact est plutôt positif parce que à la fin de ce mois-ci, certaines personnes décident de complètement arrêter, de jamais reprendre. Donc ça, c'est incroyable. D'autres personnes diminuent à mort, c'est-à-dire ils disent bon, ça y est, j'en bois plus que aux fêtes par exemple, et du coup ils arrêtent une consommation qui soit quotidienne ou quoi. Après, il y Ouais. a ceux qui reprennent, mais qui savent qu'ils peuvent arrêter, genre qui savent qu'ils sont capables et du coup
peut-être c'est inspirant pour s'ils veulent réessayer d'arrêter pour plus tard, quoi. Donc Ouais, ouais. voilà, petit message pour tous les gens qui sont dans cette addiction courage et allez voir ça, peut-être ça peut vous inspirer pour essayer de faire quelque chose comme ça. De fou. De fou, de fou, si ça peut t'inspirer. Très important d'en parler, ouais. C'est cool qu'il y ait des petits mouvements comme ça qui se lancent, pas du tout structurés, juste les gens se disent allez, on se fait ça. Ouais, un petit concept culturel qui émerge. Mais ouais. Moi, je suis sur le truc de en prendre au fait quand on me le propose, genre quand, bon, voilà, quand on prend un petit verre. Mais ouais, en général. Après, de base, je suis vraiment pas fan d'alcool, en fait, de base. Donc, ouais. Après, il y a un débat sur est-ce qu'il y a des gens qui seraient vraiment fans d'alcool, genre de divers alcools, tu vois, de vin, de bière, des trucs comme ça, si c'était pas un truc complètement normalisé socialement et un peu genre un peu un endoctrinement Ouais, bien sûr, que c'est les gens te culturel, c'est disent ça. genre oui c'est totalement normal, il faut aimer ce truc. Ouais, ouais, c'est culturel, mais Gros après, débat ce qui est quoi. culturel peut être changé aussi, hein. Ouais. Ouais ouais. Ok ok. Alors Cool. toujours sur les bonnes nouvelles, j'ai trouvé une infographie du site Information is Beautiful qui nous montre selon bien sûr les créateurs de l'infographie, Ouais. les plus belles nouvelles de 2023. Et je te propose qu'on choisisse une ou deux chacun et qu'on en parle. Donc Vas-y. vous Ça pouvez c'est un bon concept, les trucs de bonnes news pour contrer un peu ce que disent les médias ouais, mainstream pour nous faire constamment déprimer. les gens qui nous regardent en live, je vous mets le lien. Les autres, vous aurez le temps de chercher si vous êtes curieux. Information is beautiful. Ah, la déforestation dans la forêt amazonienne est tombée à un minimum depuis 5 ans. Ça, j'imagine que c'est après l'ère Bolsonaro avec l'arrivée le retour de Lula et de son Ouais, gouvernement. c'est ça. Oui, 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 c'est ce qu'on avait vu. Il avait dit qu'il allait le faire et c'est en cours. C'est-à-dire que il y a une baisse de la déforestation. Alors, c'est pas qu'on replante des arbres, hein, c'est que ça c'est en train d'être coupé moins vite. Ouais, c'est une baisse de 22% de la déforestation par rapport à l'année dernière. Bon, Bon, on va ça, pas, voilà. on va dire encore de la marge de progression, d'accord. C'est ça le truc, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas encore plus problématique parce qu'on va, quand on va sur les sites pour essayer de trouver des bonnes news, en fait les bonnes Ouais. news c'est genre on fait des trucs horribles mais genre un tout petit peu moins vite qu'avant. Alors moi, je vais être obligé de remettre en question mes avis, mon opinion, parce que Ok. à la base, je déteste complètement. Genre, j'ai une haine viscérale, quasi inexplicable, hein, des des trottinettes électriques et des véhicules du même type. C'est-à-dire un véhicule où tu as juste une batterie dedans et c'est tout. Et en Ouais. fait, pourquoi j'aimais pas trop ces véhicules-là? Parce que souvent, je voyais des gens qui le prenaient pour gagner 5 minutes au lieu de marcher entre leur métro et leur travail, des choses comme ça. Ouais. Et ça m'énervait. Je me disais, mais c'est bon, on peut juste avoir une vraie trottinette ou alors marcher. Et en fait, apparemment, il y a 280 millions de ces appareils qui sont utilisés à la place de ce qui s'appelle des mopeds, Ouais, c'est logique. Ouais, des scooters. des petits scooters qui sont utilisés dans les pays émergents. Et en fait, du coup, ça réduit encore plus l'utilisation de pétrole que les voitures électriques. De D'accord. remplacer, de remplacer les petites mobylettes qui sont beaucoup utilisées dans les pays émergents par des petits vélos, des petits trottinettes électriques ou des choses comme ça, a permis de diminuer la demande en pétrole plus que le remplacement des voitures au pétrole par des voitures électriques. En vrai, ça me semble très logique parce que quand il pense, en fait, le truc vraiment catastrophique avec la voiture individuelle, c'est le ratio entre le poids du véhicule, parce que l'énergie que tu vas dépenser est proportionnelle à la masse que tu déplaces, donc c'est la masse du véhicule versus la masse de l'humain ou des humains Ouais. que tu transportes avec. Donc, juste rendez-vous compte à quel point les voitures, c'est un système de fou quand on regarde ça du point de vue de l'énergie. On dépense quand même, enfin les voitures font quoi, genre minimum 1 tonne 3, 1 tonne je sais pas quoi, et max C'est 2 tonnes. fou. Et il y a une seule personne souvent dedans.
Donc il y a peut-être 1,2 personnes en moyenne par voiture, 1,5, j'en sais rien, un truc comme ça. Bon bref, il y a un rapport au moins de 10 entre l'énergie dépensée pour transporter le véhicule et l'énergie dépensée pour transporter les humains. Le but, c'est censé être de transporter les humains, d'accord? Donc oui, après, vous pourrez me dire oui, mais du coup, Et c'est honnête, nécessaire d'avoir un truc ok, aussi grand. Bah en fait, non, regardez, c'est... non. c'est de la faute d'Elon Musk qui aujourd'hui on est ok avec des voitures électriques lourdes aussi. Moi je pense que il faut Ouais, critiquer le fait que normalement on passe aux voitures électriques et on se dit bon, les batteries sont très lourdes, essayons de réduire au maximum parce que faut comprendre que moins le véhicule est lourd, moins il y a besoin de batteries lourdes et c'est plus ton véhicule est léger, donc plus tu gagnes de la de l'énergie quoi. ouais. Mais enfin j'ai du mal à l'exprimer, mais c'est pas comme le pétrole qui est assez léger par rapport au poids global du véhicule et qui n'est pas lui-même un poids qui doit bouger autant que ça. La batterie, elle doit se transporter elle-même. Elle est très très lourde dans le véhicule. Ouais, c'est méga Donc, dense. Ouais. donc augmenter un tout petit peu la taille du véhicule augmente aussi la taille de la batterie et donc augmente d'autant plus l'énergie à dépenser pour bouger le véhicule. Et je pense que Ouais, non, c'est de c'est la faute logique. d'Elon Musk qui possède Tesla et qui a lancé un peu le mouvement des voitures électriques. Il aurait dit non, il faut que les voitures elles soient petites parce qu'on essaie de faire de mettre fin au changement climatique. Je pense qu'il n'y aurait pas ce mouvement de toutes ces voitures électriques qui continuent dans le délire capitalistique d'être des semi 4x4 Oui. dégueulasses. Moi, franchement, on soutient plus des véhicules comme la Ami, des tout petits véhicules qui permettent de faire des distances moyennes, mais sans dépenser des milliers de kilowattheures. La Renault Zoé, franchement, j'avais étudié il y a quelques années la Renault Zoé et tout. Et franchement, c'est basé hein, quand même. Hein. Plutôt stylé. Hein. Ouais. Ouais, même par rapport à plein d'autres fabricants à l'international et tout, il y a des bonnes Ou stats. on est au Hein. pouvoir des gens qui veulent mettre les transports publics gratuits et de qualité. Mais bon, ça, c'est une autre solution Ouais, j'avais une à tout ça. discussion cette semaine avec quelqu'un qui était en train de me dire non, mais on peut pas mettre plus de transports en commun en région parisienne. Enfin, j'ai eu une grosse discussion, un gros débat. Mhm. Et je pense un truc dont on parle pas, on pourrait parler un peu plus souvent, peut-être, c'est les bus. Parce que moi, je me souviens, j'étais en stage à Hong Kong il y a genre 6-7 ans. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte, je prenais le bus, j'ai pris le bus pour me déplacer dans la ville. Et je me suis rendu compte, à un moment, j'ai regardé un peu autour de moi sur les rues dans la ville. Et en fait, il y avait que des bus autour de moi. En plus, à Hong Kong, c'est des gigabus, genre de 2 étages, avec la clim et tout. Enfin, c'est assez high-tech. Je pense pas que c'est des bus électriques à l'époque, mais ils sont sans doute en train d'électrifier tout ça. Mais t'avais presque que des bus sur les routes. Et les seules voitures qui n'étaient pas des bus, c'était genre des taxis. Et donc, c'était pas vraiment des voitures possédées individuellement. Et Ouais. j'ai vu aussi des études qui montrent l'espace, l'empreinte au sol Ouais. prise par les D'un bus véhicules entre un par rapport à bus une et voiture. genre la même quantité de personnes avec des voitures. Et le ratio est complètement fou. Ça veut dire que ça prend genre 50 fois moins de place au sol de transporter des gens par bus. Donc pour tout un tas de raisons, pour l'urbanisme, pour l'énergie, pour un tas de trucs, les bus, en fait, vous vous rendez pas compte à quel point c'est méga efficace. En plus, il y a un effet bonus, c'est que si tu densifies le nombre d'arrêts de bus et tu augmentes la fréquence des bus partout, et ben en fait, ça devient un meilleur service globalement, puisque tu peux juste te dire, bah moi je peux aller là, il y aura une très forte probabilité que j'aurai un bus en moins de 5 minutes. Ouais, et du coup, il y a moins de voitures sur la route et du coup, les bus circulent plus facilement. Ouais, exactement, il y a plein de cercles vertueux autour des bus. Et tu sais ce que Aussi, m'a répondu la personne pour me dire vas-y, pourquoi est-ce que ça va pas vas-y. changer. La personne m'a dit, non mais il y a beaucoup trop de pubs pour les voitures, ça matrixe les gens à vouloir acheter des voitures et tout. Les gens sont brainwashés par les Ok. pubs à penser que les Ok. voitures c'est bien. Bon, il y a un peu de ça, hein, mais c'est pas une fin en soi. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des pubs pour la cigarette et du coup, tout le monde en fumait. Et puis après, on a dit, en fait, non, ça fout le cancer, on enlève les pubs. Non, après derrière je lui ai dit oui mais on peut justement réglementer les pubs, on peut les diminuer. Et là la personne était là genre, ah oui non mais ok, tu T'aurais veux dû changer le carrément monde dire, quoi. Moi quand ok, j'étais jeune aussi attends. je parlais de changer le monde. C'est genre, Attends, t'aurais dû ah. carrément dire, ah, tu penses que les gens sont trop matrixés par rapport aux pubs? Bah justement, des gens sélectionnés aléatoirement lors de la convention climat ont proposé de les interdire, Non les mais pubs pour j'avais les déjà 4x4. rempli la RAM de la personne, tu vois, la mémoire, Ah, ok, ok. Mais c'était un bon argument quand même. l'énergie pour faire un débat de politique, hein. Non, mais c'est un bon argument quand même.
Ouais, c'est un bon argument, bien sûr. C'est basé. Ok. Bref, plus de bus, les gens. Juste un petit détail pour les bus. Je comprends pas pourquoi on n'a toujours pas des bus électriques. Ils sont en train de le faire, hein. La RATP Attends, a j'ai même pas fini. T'avais fini. Des bus électriques qui ont une toute petite batterie sur le toit et qui, Hein? à chaque station de bus, la batterie est renouvelée et la batterie est chargée sur la station. Et t'as juste assez de batterie pour faire 1 à 2 stations. Enfin, un peu plus que ça, tu vois, mais t'as pas une batterie pour toute la journée, tu vois. Et du coup, le bus est plus léger et il peut être toujours en fonctionnement parce qu'il est toujours chargé. Il a plus jamais à aller pour aller se recharger, etc. Attends, mais comment ça? Mais genre, il doit s'arrêter à chaque. Ah oui, à chaque arrêt de bus, en gros, il y a un petit bras qui arrive et qui se connecte et qui recharge le bus, quoi. Non, il recharge pas, il change l'intégralité. Genre, il pose une batterie sur le toit, genre clac, et il Ah prend ouais. une autre batterie, clac, et après les gens rentrent et sortent parce que c'est un bus, Mais du quoi. coup, tes arrêts Donc de il y a, bus il y a un doivent être. arrêt, il y a un arrêt qui est, il y a littéralement un arrêt déjà built-in, genre c'est là pour s'arrêter. Attends, Tu laisse-moi t'arrêtes, les débunker gens rentrent. complètement ton idée, s'il te plaît. Non, attends, débunk pas, laisse-moi rêver un petit peu juste avant que tu débunkes. Et là, du coup, le bus, il arrive devant le truc, boum boum, la batterie, clac clac clac, hop, ça y est, la batterie est à 100% parce qu'il vient de se faire changer la batterie, et il repart tranquillement. Attends, mais du coup, tes arrêts de bus, ils vont devenir un méga entrepôt de batteries avec genre des centaines de Non, il y a batteries. juste. Non, il y a une seule batterie. Ma Ah, station a une c'est. seule batterie. Ouais, T'arrives. mais faut que la batterie, elle se recharge d'ici à ce que le prochain bus passe. Ouais, c'est bon. Et si t'as des bus toutes les 2 minutes? Et ben, toutes les 2 minutes, t'as une nouvelle batterie. C'est des toutes petites batteries. D'accord, ok. Ok, c'est peut-être faisable, hein, T'as je sais uniquement pas. à recharger pour faire une station, c'est tout. S'il y a des gens qui travaillent dans la fabrication des batteries dans ce domaine-là et tout, qui écoutent le podcast, Attends, tu devais dites-nous si débunker c'est. l'intégralité de mon projet, vas-y. Quoi? C'est ce que tu viens de dire il y a 3 minutes. Bon, ok, bah on Vas-y, non, mais étudiera. Ok. vas-y. J'attends. Non, mais écoute, moi ça me paraît pas faisable, mais. Et bah, dis-moi pourquoi. Parce que, genre, ça a l'air d'être trop galère. Waouh! Meilleur argument. Vous l'avez entendu sur ce podcast, les gens. L'idée qui permet d'économiser en poids, en batterie, c'est pas faisable parce que ça a l'air trop galère. Merci. Ok, tu sais quoi, on étudiera. Semaine prochaine, je te ferai une étude, ok? Attends, mais je vois pas en quoi Je ferai c'est une trop galère. simulation, je vais faire une simulation, je vais programmer toute une ville qui fonctionne comme ça. Peut-être ça marche, je sais pas. Je sais pas. Mais dis-moi, bon, n'hésitez pas à, Je sais pas, ça a l'air d'être un financer, enfer logistique, mon hein. Pour moi, ça a l'air Kickstarter, d'être un en tout enfer cas. logistique. Arrête de juste lire ok, tu lis le chat pour essayer de trouver des moyens de me débunker parce Le que t'as plus aucune call-out. idée. Le Mais call-out. ne lis pas ce message-là qui n'a pas d'argument de fond, tu vois. C'est le chat qui s'inspire de ce que je dis dans le podcast pour essayer d'argumenter. Ok, bon, vu on que t'as en plus reparle. aucun argument pour débunker ma J'ai aucun super idée. argument. On va pouvoir passer au sujet suivant. Alors, vas-y, choisis-nous une petite news de 2023 de qualité. Petite news, bonne news de 2023. Allez. Alors, le premier truc éolien de masse aux US approuvé. Ouais, ok. Non, mais choisis-le avant de le. Bah non, je sais pas, mec. Il va juste lire. Ah, le Mexique a dépénalisé l'avortement. L'avortement était encore illégal au Mexique en 2023. Waouh. Ah, attends. On n'a même pas parlé du fait qu'en France, ça a été officiellement voté, là, non? Ouais, l'IVG est. Ah non, il faut que le Sénat l'approuve. Il faut encore que le Sénat l'approuve. Donc, en fait, non. T'as remarqué qu'à chaque fois, les articles et tout, c'est genre, ça y est, ce truc-là est voté, ça y est, ce truc-là est adopté, mais c'est toujours genre, non, c'est juste une étape de plus dans le processus législatif. Très, Après, bon, très chiant. s'ils cherchent des bonnes nouvelles comme nous et qui tombent là-dessus et qu'il n'y a que ça. Ouais. J'aimerais bien qu'il soit plus clair quand même en général les médias français sur ça. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a, oui, il y a Gérard Larcher au Sénat qui a dit qu'il n'était pas favorable. Enfin bref, on verra. On vous en parlera quand ça se fera ou quand ça se fera pas. La polio, qui a presque disparu de la surface de la Terre. On est quasiment à la disparition d'une maladie de plus, complètement. Ça fait plaisir. Grâce aux efforts pour
lutter contre une maladie. Et c'était quoi l'autre maladie qui avait été quasiment éradiquée aussi? Le Covid. Non. Bah si, les vaccins, mec, au bout de 17 doses, c'est bon. Ok. Bon, passons à la suite. Yes. Il faut qu'on Alors, parle... je reviens tout de suite. Ah ok, il va refaire le truc où il part au milieu du podcast. Ok. Bon bah les gens, on va parler de... On va parler de quoi? De quoi je peux vous parler? Ok, non, on va attendre quand même que BPT revienne pour parler du film. Moi, je vais vous parler un tout petit peu d'immigration très rapidement. Parce qu'on a eu cette semaine un débat sur l'immigration. On a réagi à ce qu'a dit Geek and Fit sur Twitter sur l'immigration. Et en fait, je veux juste noter que un tas de gens sont massivement désinformés par les médias sur le sujet, mais qu'en même temps, genre, ça peut sembler genre très très difficile à contrer cette narrative des médias sur les dangers de l'immigration et l'insécurité que ça cause, etc. Mais franchement, c'est aussi, à mon avis, assez simple en vrai de parler aux gens qui sont matrixés par ces idées-là et de les convaincre qu'en fait, on peut remettre en question ces trucs-là et genre comprendre en fait les vrais impacts de l'immigration. Et je voulais vite fait partager parce que y a un super site qui montre genre tout un tas de désintox sur l'immigration, des très très bonnes infos, et ça s'appelle desinfoxmigration.fr, les gens. Vous allez sur desinfoxmigration.fr et vous avez un tas d'études, un tas de données. Franchement, vous entendez jamais parler de ça dans les médias mainstream. À chaque fois, l'immigration, soit le truc de grand remplacement, les trucs de l'insécurité, les trucs des délinquances, etc. Les OQTF, tout est présenté sous un angle méga biaisé. Et donc, si jamais vous voulez juste aller voir tout un tas d'experts du sujet qui sont allés genre collecter des informations, ils ont fait des fiches franchement très très rapides à lire, très très rapides à se rendre compte. Il y a une fiche sur l'immigration, le poids sur les finances publiques, est-ce que ça cause ou pas de l'insécurité, les mesures d'éloignement, les OQTF, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas appliquées. Je vous mets le lien dans le chat. Je vous rappelle, ça s'appelle desinfoxmigration.fr. Migration avec un S. Voilà. Je t'ai attendu pour parler du film. Ah, c'est bien. Alors ouais, le film de cette semaine, Good Will Hunting. Good Will Hunting. Je te laisse commencer dessus. Qu'est-ce que tu veux dire dessus? Alors, cette fois-ci, normalement, vous pouvez voir à l'écran le titre du film. Oui. Good Will Hunting, alors un des tout premiers films de Matt Damon et Ben Affleck, qui a été, je crois que ça a été le projet a été porté par eux à la base. Et franchement, c'est un film incroyable. C'est un film, alors juste le synopsis rapidement, c'est l'histoire d'un jeune de Boston, assez pauvre, voire très pauvre, orphelin, qui a une vie un peu décousue, qui littéralement balaye le sol de l'école du MIT, qui est une des plus grandes écoles américaines. Et en fait, la particularité de ce personnage, c'est qu'il est doté d'un énorme talent. Cerveau. Un énorme cerveau, mais pas seulement. Aussi, une énorme curiosité apparemment, puisqu'il irait de lui-même à la bibliothèque lire l'intégralité de ce qui est à sa disposition. Et du coup, c'est un là, sapiosexuel. Il est attiré par les... un énorme knowledge, une énorme culture, que ce soit dans l'histoire, dans la sociologie, mais surtout une intuition mathématique, etc. Bref, c'est un génie, quoi. Mm-hmm. Et il s'avère que il se bastonne souvent. Et là... Il a des petits problèmes quand même. Hein. Ouais, il a même des gros problèmes. Il résout un problème qui était sur un tableau au MIT pendant qu'il balayait. Et en résolvant ce problème, il trouve l'intérêt d'un des professeurs qui lui-même avait mis 2 mois pour résoudre ce problème. Tu vois ?
Tu vois le Ouais, truc. ouais. J'ai bien aimé l'ouverture. Moi, je tiens à dire juste d'entrée Ouais. de jeu, allez le voir. Si vous avez pas vu ou si ça fait longtemps, revoyez-le juste pour voir Matt Damon et Ben Affleck qui sont méga BG dans le film. Voilà, juste Ok, sur un aspect purement visuel. J'ai kiffé. ok, ok. Et à partir de là, il rencontre aussi une fille. Et sa vie est à deux doigts de dérailler complètement quand il n'arrive pas, parce qu'il assure lui-même sa défense au tribunal après avoir tapé un flic lors d'une baston. Et il n'arrive pas à se défendre. Le juge dit non, mais là, vous foutez un peu de notre gueule, hein. Ouais. Donc vous allez directement en prison. Il y a aucun. Vous pouvez plus. Voilà. J'ai trop aimé qu'on Le apprenne fait. qu'en fait, toutes les précédentes fois où il était au tribunal, il s'est défendu, il a réussi à bien se défendre. Ouais, Tu sais. Pas jusqu'à du tout maintenant, il besoin avait d'avocat ou réussi. rien, juste méga BG. Il avait réussi de lui-même à sortir des lois obscures il y a 200 ans pour se défendre. Alors, juste si vous connaissez pas le concept, hein, on va spoiler une grosse partie du film parce qu'on l'a recommandé la semaine dernière. Ça veut pas Bon, c'est dire bon, qu'il on faut va pas aller redire le ça voir. toutes les Allez semaines, je voir pense ce qu'ils film. comprennent. Si, on va le redire chaque semaine. Alors maintenant, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va aller en prison. Et non, en fait, parce que le professeur du MIT, qu'il a vu résoudre le problème, va réussir à négocier avec le procureur pour qu'il aille pas en prison, qu'il devienne son prof à lui. Mais une des conditions, c'est qu'il aille voir un psy. Ouais. Et là, c'est là qu'arrive. Bon, c'est là que Ils vont voir tout un tas de psy d'abord, mais il oui. va, il va genre, Il va brain. il a complètement remis en question de manière existentielle la vie de trois quatre psys qui étaient censés être ses psys, mais à chaque fois, il leur fait complètement péter un câble en leur remettant en question toute leur profession, toute leur idéologie. Et le dernier recours qu'il y a, c'est le personnage joué par Robin Williams, Excellent. qui est un professeur en psychologie et qui va du coup rencontrer Will, du coup il s'appelle le personnage principal. Et en gros, il va devenir son psy. Et ce qui va se passer, c'est que comme les autres psys, la première séance est une catastrophe, il le pousse à bout. Mais il va se sentir challengé, j'ai l'impression, moi c'est mon interprétation, et il va accepter de le revoir pour des séances supplémentaires. Et c'est ça, moi je trouve le cœur du film, c'est de voir les séances de psy de ce personnage et au fur et à mesure comment ça évolue et Ouais. comment il change, quoi, comment il change profondément. Ouais, ouais, Voilà. globalement, le thème, moi je dirais le thème du film, c'est vraiment l'évolution du personnage. Enfin, comment tu te remets en question, comment tu gères la souffrance, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de traumatismes de son enfance, qui a grandi orphelin, qui s'est pris des violences de la part d'adultes dans son enfance, et qui a beaucoup de peur encore aujourd'hui liées à tout ça. Euh, et aussi, il y a vraiment il y a vraiment un truc il a une peur de la réussite. Parce en fait, il a des capacités incroyables. C'est pas une peur de la réussite, hein. Bah, c'est une peur de sortir de sa zone de confort et de Ouais, devenir qui il pourrait devenir. Et c'est il est plus dans du sa routine et défaitisme, dans hein. son. C'est du défaitisme. C'est une peur de l'échec, plutôt. Ouais, une peur de l'échec, oui. Ouais, ouais. Mais ça va de pair, tu Une vois. peur de la désillusion, une peur d'être trahi, en fait, d'être déçu. Voilà, parce que quand il C'est va surtout parler ça qui avec son l'empêche psy, d'agir. en fait, tout le sujet central, ça devient de remettre en question toutes ses certitudes. Parce franchement, il est jeune, il a genre 20 ans, hein, le personnage. Mais Ouais, il a déjà tout un 21, tas de. Quoi? il a 21 ans à la fin du film, mais bon. Bah oui, parce que c'est son anniversaire. Du coup, il a 20 ans. Bref. Euh, mais ouais, c'est le truc de euh, aussi s'occuper de ses troubles et de ses traumas pour progresser, quoi. Et attends, je suis en train d'essayer de regarder parce que est-ce que le réalisateur c'est un psy par hasard? Parce que j'ai vraiment eu la vibe que le film est écrit par quelqu'un de professionnel dans le domaine parce que c'est vraiment la En mise tout en cas, scène des. ce film a énormément de messages incroyables. Si tu n'as pas toi-même ces idéologies-là avant de voir le film, je trouve que le film peut t'ouvrir des portes sur plein de manières de penser.
Il y a une remise en question du système éducatif américain et privé en règle générale, et puis les hautes écoles en Ah règle oui. générale. Il y a une remise en question de la méritocratie assez violemment, quand même. Ouais, quand même. Hein. Ouais. En partant du principe, regardez, cette personne-là, elle peut accéder à n'importe quel métier qu'elle veut, alors qu'elle n'a jamais été dans... Elle ne veut littéralement pas y aller. Ouais. Mais elle a les capacités de manière innée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de la alors que son pote voudrait, lui. Il lui dit littéralement, son pote voudrait avoir cette chance-là, de pouvoir choisir dans quelle université ou job il peut aller, et il ne peut pas. D'un point de vue financier et d'un point de vue des capacités, ça n'est pas possible pour lui. Et donc la méritocratie américaine est complètement remise en question, parce que du coup, ce gamin, lui, on lui ouvre les portes. Alors qu'il est né au même endroit et dans les mêmes conditions que son pote. Exactement. Voire dans des Exactement. conditions Puis pires. ouais, puis ça remet en question aussi tout un tas de préjugés, de stéréotypes. Tu vois, si tu vois quelqu'un, même la mise en scène des préjugés qu'avait tout le corps académique sur le gars qui nettoyait le sol, qui à aucun moment pourrait être celui qui a résolu le problème de maths super avancé. Et c'est des bons petits rappels. C'est très basique, hein, ce genre de message, mais quand même, c'est des bons petits rappels. Mais non, mais en tout cas, émotionnellement, le film te transporte vraiment dans tout un tas de trucs. C'est très en accéléré parce que franchement, le personnage vit un développement. En plus, il a une relation avec une fille où il a aussi peur de s'engager, peur de se livrer, de se dévoiler et d'être vulnérable devant elle et s'engager dans une relation de long terme. Et après, bien sûr, la fin du film, c'est la remise en question de ça. Et enfin, il dit non, je vais sortir complètement de mon quartier, de ma zone de confort, de ma petite vie avec mes potes et tout, pour aller en Californie rejoindre son amour, quoi. Donc, un bon petit message positif sur la fin. Il y a aussi une énorme remise en question du succès. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du succès? Ouais, entre tous les débats entre Robin Williams et l'autre Le professeur de professeur. mathématiques. Ouais. Très très bon ça. Parce Ouais. qu'en fait, c'est quoi le succès? Pour le professeur de mathématiques, c'était profondément évident que cette personne-là ne devait pas faire autre chose que des mathématiques, puisqu'elle était si forte dans les mathématiques. Et Ouais. donc, c'était presque insultant que le Will ne fasse pas des mathématiques, non, ne serait-ce même pas pour lui, mais pour la race humaine, tu vois, pour l'espèce humaine. Oui, c'est ce truc de il a une vocation, de croire qu'une personne peut avoir une vocation, et donc si la personne ne suit pas ce pourquoi il ou elle est fait, entre guillemets, l'humanité perdrait ou un truc comme ça, en tenant pas compte, ce professeur-là ne veut pas tenir compte de ses désirs à lui et de son plan de vie à lui et de sa liberté. C'est plus genre, il essaye vraiment tout au long du film de le corneriser, enfin de le faire suivre une trajectoire que lui veut bien faire. Et ce qui est en réalité l'attitude qu'ont tout un tas d'adultes, que ce soit les parents, les professeurs, ou etc., qui se font une idée sur ce que devrait devenir tel ou tel enfant ou tel jeune. Moi, je connais des gens dans ma vraie vie qui ont ce genre de comportement, hein, de dire ah, mais du coup, tu fais ça, mais pas si, alors que t'es bon dans ça, donc tu devrais faire ça. C'est bon, je pense qu'il y a plein de très bonnes remises en question véhiculées par le film, c'est sûr. Ouais. Ensuite, il y a le fait que la relation entre le psychologue et Will, elle ne permet pas uniquement à Will de grandir, mais aussi au psychologue, parce que Sean, il s'appelle. Sean, en fait, à la fin, au début, il commence avec... il est encore dans une sorte de deuil de sa femme, Ouais. et à la fin du film, il décide de partir en voyage, ce qui était complètement hors de question au début. Donc c'est obligé que ça vienne de la relation qu'il a eue avec Will. Donc c'est bien de voir que c'était une relation qui a été utile pour les deux. Genre les deux étaient à l'écoute de l'autre. Ouais. Et l'arrogance de Will, elle n'était pas uniquement dans le but de blesser ou quoi. C'était aussi, il y avait du vrai, quoi. Il y avait un fond vrai, quoi. Exact. Et ok, il y a des trucs que j'aimerais relever Ouais. particulièrement. Parce que bon, là, l'œuvre en elle-même, elle est très forte et je vous la recommande. Et elle a des gros messages. Mais après, il y a des scènes particulières Il y qui, a des scènes légendaires. Hein. juste en soi, sont hyper intéressantes et qui, je pense, moi, m'ont grandement influencé. La première scène dont j'aimerais parler, c'est
la scène du bar Oh, où dans le bar il y a un intello de service. oui. Alors non, attends, il faut que je la raconte bien cette scène-là. C'est hyper anti-name drop. C'est hyper. Ouais, attends, laisse-moi. Vas-y, Ne vas-y. spoil pas, ne spoil pas tout. C'est trop bien. En gros, l'ami. Comment il s'appelle son ami à Will? Tu te Je sais souviens de pas, son nom? juste dis la midwill, je me souviens plus. L'ami de Will. L'ami de Will essaie de. Ils sont allés dans un bar à côté d'une grande école. Et du coup, l'ami de Will essaie de se faire passer pour un élève de cours d'histoire auprès d'une fille pour essayer de la séduire. Ouais. Et du coup, bon, les filles ont bien vu que c'était un nulos, tu vois. Mais bon, elles sont en soirée, ça peut être marrant de voir un mec se ridiculiser et tout. Donc, il y a une bonne ambiance, quoi. Et là, il y a un mec qui arrive et qui dit, mais c'était quoi comme cours d'histoire? Et qui a envie juste de complètement détruire Humilier le gars, ouais. voilà, l'humilier complètement pour lui montrer, bah non, t'es pas de notre. C'est pas tant, t'as pas suivi ce cours d'histoire, t'es pas de notre monde, tu vois. Ouais. Et du coup, il commence à lui faire un. En plus, en plein milieu d'une soirée, qu'est-ce qu'on en a à faire? Il commence à parler de l'économie de l'Amérique du Sud avant en pré-guerre, tu vois, avant l'après-guerre. Et il commence à faire son petit dialogue et tout. Et bah oui, c'est sûr, l'autre, il va rien pouvoir répondre. Mais là, il y a Will qui arrive, qui s'interpose et raconte, qui lui apprend la vie en fait, en lui disant, là, c'est normal que tu penses ça sur l'économie, parce que tu as sans doute lu tel ouvrage, puisque tu es en première année de cycle. Comme Mais l'année moi, en pro- fait, Will Hunting a lu tous les livres. Oui, C'est là oui. que ça sert d'avoir lu tous les livres. Mais l'année prochaine, tu auras lu tel autre livre, et du coup, du jour au lendemain, ça y est, tu vas changer d'opinion complètement sur cette question et tout. Et il lui Et dit, tu vas est-ce qu'à un terminer ton moment cycle. tu peux penser par toi-même, utiliser ton cerveau au lieu de régurgiter et de citer des livres et tout? Franchement, je Ouais, crois que ouais. j'ai joui à ce moment-là du film. Premier degré. Non, mais du coup, après, il lui dit, et du coup, franchement, t'aurais pu apprendre tout ce que t'as appris là en allant à la médiathèque du coin. T'as pas besoin d'aller dans une école à 100 000 dollars. Oui. Et la défaite intellectuelle au plus haut point de la personne en face, c'est pas de répondre non, non, mon éducation, il y a vraiment des trucs cool dedans. C'est de répondre ouais, mais moi, au moins, j'aurai un diplôme. C'est-à-dire Oui. qu'il a déjà dit oui, c'est vrai, il n'y a rien de valeur intrinsèquement dans la grande école dans laquelle je suis. Mais Après, au moins, il est lucide. Hein. j'aurai le petit bout de papier à la fin qui dira que j'aurai la compétence. C'est pas tellement triste que. Et c'est la vérité, hein. La plupart des gens qui sont dans ces écoles-là, ils sont là pour les papiers. Ils savent très bien que ce qu'ils sont en train d'apprendre, ils auraient pu l'apprendre d'une autre manière. Et du coup, l'autre, il répond ouais, mais au moins, je serai pas une grosse merde. Quand toi, tu auras 50 ans, tu te demanderas qu'est-ce que tu as foutu de ta vie. Et l'autre, il lui répond ouais, mais quand j'aurai 50 ans, toi, tu serviras les frites à mes gosses, quoi. Exact. Et il n'y a rien de faux dans cette discussion. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, Will, s'il n'avait pas été détecté par le prof de maths et tout, il y a de fortes chances qu'il finisse dans un McDo, quoi, et qu'il serve des frites. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que le système fonctionne du coup? Non, mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que c'est toujours super subtil. Ça veut dire que ça adresse plein d'aspects de la question sociale, de la question de la méritocratie, etc. C'est pas juste, par exemple, le personnage Will, lui-même, il n'a pas de blocage personnel, il n'a pas d'attitude qui le desserve et tout, et lui, il fait tout bien, mais il est désavantagé. Non, lui aussi, il a des mécanismes en lui qui font qu'il n'est Ouais. pas heureux autant qu'il pourrait être dans l'idéal. Et justement, c'est avec un travail, avec des gens qui l'aident premier degré, comme le perso de Robin Williams surtout, Et ses potes. et ses potes qui surmontent ces trucs-là, tu vois. Donc c'est vraiment, en fait, c'est trop cool comme truc parce que ça adresse tellement d'aspects de la vie sociale et des problèmes, mais sans être, c'est vraiment une vision que j'aime bien, en fait. C'est très réaliste, très proche de l'expérience. Tu vois, c'est pas du tout le genre de film avec un scénario qui sort complètement de l'ordinaire, qui te non, c'est vraiment fondé sur des vrais trucs, beaucoup d'émotions, beaucoup Ouais. de Ils arrivent bien à te mettre dans la peau du personnage. les acteurs excellents. Genre il y a des scènes, la scène à la fin où ils se font genre il fait un câlin et enfin il arrive à être vulnérable avec Robin Williams là, avec son psy et à connecter vraiment et à révéler des trucs et tout. Enfin, waouh.
Excellente scène. Hein. Et Grosse, en grosse fait, scène. le personnage principal est très anticonformiste, et du coup, ça te permet de toi te mettre un peu dans une mentalité anticonformiste aussi, ce qui peut permettre pour certaines personnes de débloquer. Par exemple, il y a des petits détails qui ont l'air insignifiants, mais quand déjà, c'est pas lui qui a. Une fois qu'il a fait ça dans le bar là, il va pas reparler à la fille. Il va pas être lourd. Il a pas fait ça pour avoir la fille. Ouais, La fille va venir le voir lui parce que c'était stylé, tu vois. ouais. Et donc il va obtenir le numéro de la fille. Donc bon voilà quoi. Mais quand la fille lui dit on pourra aller boire un café, il lui dit ou alors on pourra aller manger des bonbons. C'est aussi arbitraire que de boire un café si on y repense. J'étais mort de rire à ça. J'étais mort de... Meilleure réponse possible. Hein. Et là en Quel mode attends, Chad. qu'est-ce qu'il me raconte? J'en ai rien à foutre là. Je lui propose juste de prendre un café. Et là en mode non mais viens on remet en question l'intégralité des systèmes de valeurs de notre société. Là tout de Ouais, non, c'est suite vraiment ça, sa en fin vibe. de Hein. soirée. Genre. Ouais, non, 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 c'est très très bonne Et vibe. du Hein. coup, Très très bonne mais du vibe. coup leur rendez-vous qu'ils ont après, il est complètement détendu. Il y a aucune norme sociale qu'il faut suivre. Genre attention, faut pas dire ci, faut pas dire ça. Non, il s'éclate. Il s'embrasse en mangeant un burger de manière complètement dégueulasse. Du coup, c'est enfin, tu vois, c'est hyper décontracté. Il y a pas Ouais, de décomplexé. Ouais. voilà décomplexé. Il y a pas un. Moi, j'aime pas l'idée qu'il y a oh, ah, peut-être si je fais ça, ça va pas et tout. Ça fait du bien un peu de voir des cadres comme ça, quoi, où tu dis bon, en fait, on peut juste être cool, quoi, avoir des bons moments avec des gens sans avoir tout un schéma de comportement à suivre pour être validé. Oui. Mais après, il rappelle pas la fille. Donc, juste pour parler de la relation avec cette fille, il rappelle pas la fille parce qu'il a peur qu'il l'aime pas, parce que il a été abandonné étant enfant, il a été maltraité par ses parents adoptifs et tout. Et donc, il a un énorme problème affectif. Et du coup, oui, il va avoir cette relation avec. Enfin, ces sessions avec Robin Williams, et ce qui est intéressant, c'est de voir la progression des sessions. C'est-à-dire, chaque session. C'est un film où tu pourrais dire, attends, il y a 5 sessions de psy de 15 minutes en plein milieu du film, et ça va être hyper barbant. Mais en fait, chaque session, tu sens que c'est pas juste la session suivante, mais que c'est après genre 3-4 sessions et qu'il y a eu un développement Ouais. très clair dans la manière dont leur rapport change complètement. Donc le premier, Oui, il oui, je trouve qu'il finit. y a vraiment. Mais ça, c'est tout le film. Il y Ouais, a pas de scène inutile. Genre, vraiment, t'as des films parfois où tu te dis, ouais, bon, ouais. là, ils auraient pu passer plus vite. Non, là, le rythme, franchement, il n'y a pas de scène inutile. C'est très, très bien géré. Et du coup, ouais, pour faire écho à cette scène dans le bar, où lui, il dit au mec, ton éducation, elle te sert à rien, moi j'ai tout appris à la médiathèque. Je sais pas si t'as remarqué, mais je l'avais pas vu au premier visionnage. Il y a la relation avec Robin Williams qui fait écho directement à ça, parce qu'une fois qu'il le sort et ils vont sur un banc pour parler, pour essayer de s'ouvrir, quoi, Ouais. il lui fait exactement le même récit vis-à-vis de ses connaissances à lui, à Will, en lui Oui. disant mais tu n'as pas vécu en fait tout ça. Tout ce dont tu parles, tu l'as Oui, pas oui, il vécu. retourne contre lui-même ses propres arguments en disant en fait, toi, t'as aussi que lu des livres et tout, c'est juste que t'as plus lu de livres et donc en fait, et pareil, t'as pas vécu, t'as pas l'expérience. Et il lui refait en fait la scène du bar, mais de manière beaucoup plus stylée, beaucoup plus professorale, et il le met au tapis. Et du coup, il revient après, à chaque séance. Il y a une séance où il dit rien pendant 1 heure. Ouais. Et ce qui est marrant, l'autre il lui dit mais attends, mais c'est un concours de qui va parler le premier. Et l'autre, Robin Williams, il répond oui, et je ne vais pas perdre. Genre, Non, non, non. Excellent. Allez le voir, les gens, si vous l'avez son pas pote, vu. c'est le Ou meilleur pote revoyez-le. que n'importe qui pourrait jamais rêver de toute sa vie. Oui, quand il lui dit en fait, le jour où je viendrai chez toi te récupérer et tu seras pas là, c'est là où je me dirais bon, enfin t'es sorti, Ouais, t'as en des gros, capacités, sors de ta zone de confort, même si tu nous laisses derrière, voilà. etc. Ouais. Ouais. À un moment du film, il a laissé sa copine partir. Il veut pas prendre de job. Et du coup, ils sont dans un chantier de démolition Ouais, hyper il mal continue payé et son tout. job au SMIC, au chantier. Et il dit à son pote, non mais écoute, moi c'est bien ma vie dans 30 ans. Moi je nous vois bien amener nos gosses au, au terrain de baseball ensemble et on va rigoler. Et l'autre il lui regarde, il lui dit, écoute, on est potes, ok, mais
moi, je suis obligé de te dire que le meilleur moment de ma journée, c'est quand je viens de chercher pour aller au travail juste avant de toquer à ta porte parce que je me dis peut-être il est pas là. Et peut-être que du coup, il a décidé de faire quelque chose de sa vie parce qu'il en est capable. Et Ouais. franchement, moi, quand techniquement tu le vois, parce qu'il part au final, Will il part et il décide de rejoindre sa copine. Et quand tu vois son pote frapper à sa porte et réaliser qu'il est pas là, tu vois toute la tristesse du pote et après tout le soulagement. Genre, il joue hyper bien à ce moment-là, Et tu Ben vois Affleck. les deux émotions contradictoires de dire ah oui, ok, il se rend compte qu'en fait, oui, son pote, il va plus le revoir. Mais en même temps, il est fier de lui. Enfin, ouais, c'est la complexité de l'émotion à ce moment-là. En tout cas, incroyable film. Ouais, les acteurs, excellents tout le long. Juste, on peut commenter sur genre la Oui. réalisation, les plans, les acteurs, juste au top. Enfin, le jeu est fou. T'es à fond dedans, quoi. Ouais. Non, c'est un de ces films mythiques, hein, quand même, hein. Ouais, je le valide sur ta liste en tout cas, personnellement. Ah, On a là, quoi? Si on récapitule les trois qu'on a dit pour ouais, l'instant, vas-y. on Truman a Show, Truman Show, Pleasantville, Good Will Hunting, c'est ça? c'est un bon début. On est sur Il y un a bon des, début. Bon il y début a des bangers quand même, de hein. l'épisode recommandation. Qu'est-ce que tu nous proposes pour la semaine prochaine? Ok, on n'a plus rien à dire sur Will Hunting. Bah, je pense qu'on a fait le tour. On Hein. a Moi, bien je... parlé, on a bien parlé. Non, on a bien parlé. Il Hein. y avait la petite scène sur la NSA, mais je vous conseille d'aller la voir pour vous-même. Voilà, petite Oh oui, quand il recommandation de refuse de... Ouais, scène ouais, allez déjà. voir cette scène. Juste taper sur YouTube, même, ok, vous même pas, si vous avez juste la flemme de regarder tout le truc, juste allez sur YouTube, taper Good Will Hunting, la scène avec la NSA. NSA, juste regardez là pour votre, votre kiff personnel, ça dure 3 minutes. Alors, les recommandations de films, j'ai commencé avec des très très bons films, du coup j'ai peur de recommander les prochains parce que je me dis peut-être ils seront pas au niveau de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est chaud, hein, mais Mais, on va y arriver. mais je pense qu'on peut passer à Shawshank Redemption. Oh, je l'ai pas vu. Oh, je suis trop chaud, vas-y. En En plus, pour français, moi, c'est franchement, ça me ouais, permet, ce petit truc, ça me permet de juste regarder des films, te genre, remettre à niveau. j'avais plus, non, mais j'avais plus trop l'habitude de regarder régulièrement des films, à part genre avec des gens au ciné. Mais tu sais, je me suis rendu compte aussi que les réseaux sociaux ont détruit mon cerveau sur mon attention parce que j'ai genre vraiment pas l'habitude de regarder pendant 2 heures la même œuvre sans sortir mon portable et tout. Donc je me suis vraiment. Genre, c'est triste à dire, mais tu sais, quand j'étais enfant, ado et tout, regarder un film, c'était genre, ah, trop bien, on va regarder un film 2 heures maintenant. Maintenant, de temps en temps, j'ai la flemme de regarder un film. Je me dis, non, c'est trop long. Ouah, t'en es à là. J'en suis à là, hein, et c'est trop triste, mais du coup, c'est bien que je me remette dans un arc, que je regarde des films. C'est. Ouais, Non, c'est ouais. bien. Je me Alors du reconcentre coup, sur une œuvre. le titre en français, le titre en français spoil le film. Ah, Ah merde, mais c'est vrai, le dis pas en je français m'étais alors, jamais le dis pas rendu en compte. français. Je m'étais jamais rendu compte de ça. Bah, je vais quand même le donner, hein, parce il faut que vous puissiez le trouver. C'est Les Évadés, Shawshank Redemption en anglais. Quelqu'un Euh, nous demande si on regarde les films juste pour les messages politiques. alors, uniquement pour les messages politiques. Oui, interdit d'avoir du fun, interdit de D'ailleurs, des fois, il y a s'amuser. des scènes, je me dis, oula, je sens qu'il y aura pas de message politique, je skip la scène, Ouais, j'avance un petit peu comme direct. ça. Direct, Après, direct. quand Mais je non, passe, les des fois, je gens, me dis, c'est un oula, non, podcast. j'ai sauté un message politique, et je remets en arrière des fois. Les gens, c'est un segment du podcast. On vous recommande des trucs parce qu'on les trouve pertinents. Mais évidemment, moi j'ai regardé John Wick. Il faut que je regarde John Wick 4. Je suis pas sûr qu'il y ait un message politique basé dedans. Quoique, peut-être. Ouais, faut comprendre que les recommandations des films là, c'est vraiment les films qui peuvent théoriquement changer ta vie. Donc il y a des films avec lesquels tu passes des très très bons moments, mais qui sont juste des films, quoi. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça va changer ta vie, mais il y a des messages, les messages dedans sont assez faibles et c'est plus par exemple la cinématographie ou l'émotion que tu as ressentie qui vont être de qualité, tu vois. Et du coup, on va sûrement pas les recommander dans ce segment-là. Par contre, là, c'est des films qui, moi, m'ont marqué à un point de vue qu'il y avait un message dedans qui m'a marqué, tu vois. Et
Mais par contre, ça les empêche pas d'être des films incroyables. Donc, Will Hunting, par exemple, je crois que le film en lui-même, c'est un des meilleurs films, que ce soit avec message ou sans message, tu vois. Faut que j'aille voir le dernier Mission Impossible. Je suis fan de Mission Impossible, perso. Oh, j'ai laissé tomber, moi. Pas peur de le dire. Non, mais il y a un truc où il saute en moto d'une grosse plateforme. Ouais, Là, ça a l'air marrant. ouais. Ok. Moi, je m'en fous, ils auront mon argent, ils vont le prendre à chaque fois. Hein. C'est facile Donc de là, prendre mon Shawshank argent. Redemption, pour la semaine prochaine, Les Shawshank. Évadés, 1994, je crois. Ouais, c'est ça. Allez voir ça. C'est une tuerie. Et on aura plein de choses à dire la semaine prochaine pour le prochain segment. Excellent, excellent. Alors, est-ce qu'on passe aux petites questions? Si t'as pas d'autres trucs à dire sur les actualités, etc. Non, je pense que j'ai rien d'autre. Questions-réponses. Je pense qu'on peut passer aux petites questions. Trop bien. Alors, rappel pour le fonctionnement de l'émission, les gens. Si vous appréciez ce qu'on fait, notre travail sur le podcast et tout, vous pouvez faire une petite question sur le Ko-fi. C'est un don, plus une question dans le message de don. Donc en même temps, ça vous permet de soutenir l'émission que vous aimez écouter semaine après semaine, qu'on puisse continuer, tout ça. Et aussi, vous pouvez avoir une réponse approfondie, extrêmement réfléchie, avec nos talents de penseurs philosophiques incroyables sur n'importe quel sujet. La complexité de notre réponse dépendra du niveau de troll de votre question quand même. Hein. Oui, parce que cette semaine, bref. Mais merci à toutes les personnes qui font des questions, qui font des dons. Merci pour le soutien. Et le rendez-vous.fr, nous soutenir. Exactement. Alors, est-ce que je commence Je commence avec... Ouais, vas-y, affiche une question, comme ça je l'ai dit. Alors, si le feu ne peut pas être brûlé, est-ce que l'eau s'est mouillée? Je commence avec une question extrêmement intelligente. Je te laisse répondre à ça. Oui. Alors le truc de l'eau s'est mouillée, c'est intéressant en soi par rapport au concept de paradoxe et de linguistique sur un niveau premier degré, même pas en rigolant. Le concept de l'eau s'est mouillée parce que le concept de mouillé, c'est qu'il y a de l'eau dessus, tu vois. Donc le sol est mouillé, c'est juste qu'il y a de l'eau sur le sol actuellement. Donc quand tu dis l'eau, est-ce que tu parles de l'intégralité de l'eau ou d'une portion de l'eau de laquelle tu parles qui, du coup, a elle-même de l'eau de laquelle tu ne parles pas, qui a de l'eau dessus? Et dans ce cas-là, elle serait mouillée. Mais du coup, si tu parles uniquement de l'eau, il n'y a pas d'eau dessus. Si tu parles de l'intégralité de l'eau dans un récipient, par exemple, il n'y a pas d'eau dessus, donc elle n'est pas mouillée. Voilà. Après, bon, la question là, était catastrophique. Ça va loin, ça va peut-être un peu trop loin pour moi, tu vois. J'ai du mal à... Ok, passons à la question suivante. Prochaine question. Merci pour la question. Ça marche les petits titres en haut là? Ouais, ça marche. Ok, bah alors question suivante. Ça ne coûterait que 10 milliards par an de verser 2000 € bruts de salaire à tous les agriculteurs de France. Est-ce une bonne idée que l'État propose de salarier les agriculteurs en échange de la nationalisation de leurs moyens de production et de leur production annuelle? J'ai fait un petit résumé de ça qu'on peut voir actuellement à l'écran. Honnêtement, vas-y, si toi tu veux commencer à répondre. Alors attends, est-ce que c'est une bonne idée que l'État propose de salarier les agriculteurs en échange de la nationalisation? Bah en fait, moi je pense qu'il faut des cantines publiques gratuites et donc oui, il faudrait un système comme ça en fait. Hein. Attends, mais toi tu dis carrément tous les agriculteurs, ça veut dire là on a environ 400 000 personnes qui travaillent dans l'agriculture. Alors si tu regardes bien la question, c'est propose de salarier des agriculteurs en échange de la nationalisation de leurs moyens de production. C'est une proposition qui serait faite et les producteurs pourraient accepter. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, ils doivent céder leur propriété sur l'exploitation, c'est-à-dire leur propriété du terrain, du fonds de commerce, des outils, etc. Qui serait plus genre leur propriété à leur entreprise ou à leur personne, mais la propriété du pays. Donc ça deviendrait... Après, je pense que ça sera dur à accepter parce que céder juste pour avoir un revenu, c'est un peu compliqué. Par contre, ouais, surtout que tu t'en sers, enfin d'un point de vue économique, le fait que tu possèdes ça, tu t'en sers pour, je sais pas, pour pouvoir faire des prêts.
Après, j'imagine que du coup, les prêts seraient repris par l'État aussi. C'est un peu. Une meilleure manière de le gérer, ce serait plutôt de dire qu'à partir de maintenant, l'État te le rachète et te verse chaque mois une partie de ce rachat, tu vois. Et de cette manière-là, toi, tu peux. Et plus un salaire. Et du coup, ça te permet de rembourser les prêts que tu as en cours, ainsi que de toucher un salaire assuré par l'État. Et là, ouais, je pense que la proposition sera acceptable parce que tous les agriculteurs n'ont pas les mêmes dimensions de. Enfin, ce serait dur d'accepter pour des gens qui auraient des très très grosses structures. Alors que là, du coup, ça permettrait d'accepter. Mais je pense que oui, c'est une bonne idée en soi de se dire, déjà sans même racheter, est-ce qu'on pourrait pas dire que il y a un minimum de toute façon que les agriculteurs touchent, quelle que soit leur récolte? Ouais, bah oui. Parce en partant du principe que du coup, bon, avec un minimum d'efforts fournis, c'est-à-dire que il faut quand même, tu vois, tu peux pas juste dire que tu es un agriculteur et toucher le truc, tu vois. Il faut que tu montres que tu aurais pu avoir des récoltes à succès, tu les as pas eues. Donc voilà. À condition que ta récolte, tu la vendes pour la France. Et à partir de là, Après, tu as un salaire minimum. Après, la question qui est posée, c'est genre, c'est quoi? Parce que nous, on dit qu'il faut des cantines publiques gratuites, alimentées avec le truc le plus circuit court possible, en respectant des bonnes normes sanitaires, environnementales. Euh, et donc, en fait, comment tu passes du système actuel, avec plein d'agriculteurs qui vendent à des centrales d'achat, de la grande distribution, etc., à un service public comme ça? Bon, ça, c'est un peu la question de la transition, tu vois, comment tu le fais? Je pense que la proposition qui est là, elle est plutôt intéressante. Ouais, que l'État rachète L'État avec des... rachète. Ouais. Moi, je pense pas que ce serait juste, tu prends un salaire de 1 000 € et tu cèdes l'intégralité de ce que tu as, mais sous forme de ouais, voilà, l'État rachète et du coup te rembourse au fur et à mesure et tu as un salaire pour ton travail qui t'est assuré. Et du coup, c'est l'État qui est lui inquiété si jamais il y a pas, si jamais les prix diminuent, c'est l'État qui est inquiété puisque c'est lui qui doit revendre la production. Et si la production est catastrophique à cause du climat, c'est l'État qui prend aussi. Et de cette Ouais, donc l'État a manière-là, un intérêt à résoudre ces problèmes, voilà, ouais. l'État a un intérêt à bloquer les prix, puisque c'est lui qui est responsable des prix qui chutent. Enfin, c'est lui qui est pas responsable, mais euh, perdant si les prix chutent. Et en même temps, le climat, s'assurer qu'il y a de l'eau pour tous les agriculteurs, puisqu'il ne pourra pas juste faire des méga bassines pour tous les trucs qu'il possède. Donc ouais, je pense que c'est une bonne idée, ce que propose... Enfin, peut-être un peu revu, mais oui, il faut payer. De toute façon, il faut qu'à terme, comme tu disais, vu qu'on veut des cantines publiques gratuites de manière, et pas juste racheter comme ça, mais vraiment, tu vois, pas juste des produits achetés et mis dans les cantines, mais toute la chaîne de production soit détenue et maintenue par l'État. Et dans ce cas-là, il faut des fonctionnaires, en fait. Ouais, À terme, il faut des fonctionnaires, ouais. c'est ça. Et souvenez-vous que nous, on préconise que, comme les besoins vitaux à côté de ça seraient garantis, donc il y aurait une option publique gratuite de logement et bien sûr les cantines. Ça veut dire que du coup, la barre pour inciter les gens à aller travailler, notamment dans l'agriculture, parce qu'on sait que c'est des activités quand même très compliquées, il faudra mettre un salaire très élevé pour inciter les gens à le faire. Donc, sans doute dans notre société, les gens qui font ce travail seront parmi les personnes les mieux payées. Enfin, en tout cas, la pénibilité du travail fourni sera reflétée dans le salaire, vu qu'on a enlevé le plus gros facteur de coercition sur le marché du travail actuel, qui est le fait que bah, tu dois aller bosser quoi, si tu veux payer ton loyer et ta nourriture tous les mois. Donc, ce sera plus le cas. Donc, enfin, tu auras une option en tout cas si tu veux avoir ces trucs gratuitement. Petit rappel. Ok, je pense qu'on a bien répondu. Ok. Question suivante. Alors, je sais pas si je veux l'afficher parce que moi je connais pas du tout la personne qui est parlé. Ouais, est-ce que vous connaissez Homo Fabulus? C'est quelqu'un qui parle de sciences du comportement sur YouTube, mais aussi de politique en lien avec ça, un invité potentiel. Ouais, désolé, je connais pas la personne. Je connais pas et du coup, on va pas regarder des vidéos quoi pendant le. Mais merci pour la recommandation, on regarde ça. Ouais, je Peut-être on pourrais en peut-être te reparle répondre en stream si j'avais. ou au prochain La rendez-vous. vidéo que tu as mis un lien a l'air intéressant, donc on pourra peut-être faire un react en stream, ouais. N'hésite pas à me le On se rappeler dans le regarde chat si ça. jamais j'oublie, mais en tout cas, merci pour la question. On se regarde ça et on en parlera peut-être au prochain rendez-vous si c'est intéressant.
Ouais, peut-être nous posez pas des questions où ça nécessite de regarder une vidéo de 2h30 et tout. En général, essayez de faire un truc plus qui est Si, genre, on bah, peut si, répondre direct. c'est pas grave, on y répondra à l'émission suivante. Ah, ok, ouais, on y répondra la prochaine fois. Ouais. On y retournera. Ok, alors n'hésitez pas à continuer à poser des questions, les gens. Si vous avez des questions à poser, je Oui. vous remets le lien. Alors, prochaine question. Comment, dans votre système, vous pensez empêcher les gens qui ont beaucoup d'argent de spéculer sur les marchés? Par exemple, en achetant beaucoup d'un produit pour le raréfier artificiellement, puis le revendre bien plus cher ensuite. Ah oui, c'est une bonne question ça. Alors, bah du coup, dans le système qu'on préconise nous, il y a un impôt annuel sur le patrimoine. Donc, par exemple, si tu veux faire ce truc-là d'accumuler une grosse quantité d'un bien, je sais pas moi, qu'est-ce qui peut être influencé par ça? Des tulipes. Je sais pas comment ça marcherait, mais t'achètes une. Ouais, tu t'essayes de monopoliser et tout. Euh, Ça rentrerait du coup dans ton patrimoine et donc tu monterais dans le pourcentile L'échelle. Ouais. l'échelle des impôts. Et donc tu vas devoir payer plus d'impôts si tu as un énorme patrimoine. Donc après, il va te falloir des liquidités. Donc il faudra que tu vendes une partie de ces biens-là que tu as stockés pour tenter d'influencer le marché et de spéculer dessus. Et ce truc-là va en fait la politique que nous on préconise va globalement déconcentrer tout un tas d'accumulations de capital, d'argent, qui sont aujourd'hui le cas dans notre société, donc les milliardaires, les immenses entreprises, les choses comme ça. Il y aura des systèmes d'impôts qui vont faire en sorte que ça sera beaucoup moins possible d'accumuler des sommes complètement folles qu'on a aujourd'hui, quand on a des individus qui ont littéralement 100 milliards d'euros. Enfin, on se rend pas compte à quel point c'est délirant de laisser ces choses-là, laisser ce niveau de pouvoir économique-là dans les mains d'individus ou de très petits groupes de gens. Donc, je pense qu'il y a l'impôt sur le patrimoine. Il y a d'autres trucs auxquels tu penses? Ouais, en fait, il y aurait un impôt. Donc, je vais juste réexpliquer ce que tu as dit brièvement, mais Ouais, je avec reviens un temps. peut-être plus de détails. Il y aura un impôt progressif annuel sur le patrimoine qui serait calculé selon des tranches. Ah, donc, il y a l'argent n'a pas le même usage selon la quantité d'argent que tu as. C'est comme l'eau. Vous aurez remarqué que si vous avez qu'une seule bouteille d'eau dans tout un mois entier, vous n'allez pas arroser vos plantes avec. Vous allez sans doute boire cette eau. Et donc, elle est plus nécessaire pour vous que quelqu'un qui a déjà 9 mètres cubes d'eau à sa disposition. Tandis que la personne qui a 9 mètres cubes d'eau, si on lui donne une bouteille d'eau, lui, il va arroser ses plantes avec ou il va remplir sa piscine, vous voyez. Donc, vu que c'est pas le même usage, ça devrait pas avoir le même prix, puisque on part du principe que euh, si tu en as besoin pour survivre, déjà, ça devrait être gratuit. Et si tu n'en as pas besoin, vu qu'on en a besoin pour les gens qui ont besoin pour survivre, ça devrait être très cher. De cette manière-là, c'est aussi la même chose pour l'argent. C'est-à-dire que l'argent, si tu en as besoin pour les nécessités, pour essayer d'obtenir un logement, etc., dans ce cas-là, tu devrais ne pas être imposé beaucoup dessus, puisque tu n'as pas une grosse faculté à donner de l'argent pour la collectivité. Tandis que si tu as 8 business avec des parts dans un business à l'étranger, etc., là, on se dit tu peux quand même un peu contribuer pour la collectivité, puisque c'est bon, l'argent que tu as te sert à faire d'autres trucs que de t'occuper de toi. Donc on est au stade où on se dit bon, c'est pas gênant si on te prend un peu d'argent. Ouais. En plus, parce que tout l'argent que tu gagnes est en grande partie parce que tu bénéficies du système qui est en place et qui est en place grâce aux impôts. Donc, à partir de là, quelles sont les tranches dont on parle? Alors, on peut en discuter. Moi, je pense qu'il y a une tranche de ce qui est nécessaire, une tranche de ce qui est l'argent ordinaire, qui permet juste de vivre aisément. Puis après, il y a une tranche des possibles, c'est-à-dire c'est une tranche d'argent à partir de laquelle tu peux faire des projets de création d'entreprise, des choses comme ça. Tu vois, si tu as assez d'argent, par exemple, pour payer un local supplémentaire en plus de ton logement principal, bah, tu rentres dans un nouveau créneau, tu vois. Et ensuite, il y a la tranche luxe où on se demande, mais attends, tu fais quoi avec cet argent, tu sais? C'est un peu, tu vois des gens avoir des salaires par mois, tu dis, ah, mais attends, qu'est-ce que Ouais. vous faites en fait? Oui, tu t'attends à ce que les gens fassent des trucs genre insane avec l'argent. En fait, c'est genre, ah, Ouais, genre. Et bien sûr, on finit avec la tranche extravagante, à partir de laquelle c'est même plus. Vous pouvez même pas imaginer quoi faire avec l'argent.
Il y a une tranche comme. Vous n'êtes pas au courant que cette tranche existe tellement c'est extravagant les sommes qu'ils ont. C'est des sommes telles que aujourd'hui les plus grands milliardaires, s'ils devaient se lever le matin et finir moins riches le soir, ils devraient dépenser des millions, littéralement. De toute façon, le capitalisme, au bout d'un niveau de richesse, si tu fais pas complètement n'importe quoi, ton patrimoine augmente tous les ans sans que tu fasses rien. Hein. Ouais, il y a un seuil à partir duquel, au lieu de diminuer chaque mois, il l'augmente chaque mois en faisant rien. Ouais. Ok, donc à partir de là, vu que ces paliers existent et que ces paliers sont calculés sur le patrimoine et non pas sur ce que tu touches, mais sur ce que tu possèdes, tu vois. C'est-à-dire est-ce que tu possèdes des maisons, est-ce que tu possèdes des voitures, etc. Ouais. Pour la plupart des gens, ils seront plutôt neutres par rapport à cet impôt, puisqu'ils auront juste de quoi vivre normalement, comme ils le font actuellement. Mais pour les très très riches, ils vont rentrer de plus en plus dans les tranches dont j'ai parlé, ce qui fait que leur niveau de rentabilité, l'argent qu'ils vont gagner chaque année, va être en concurrence avec leur niveau d'imposition, c'est-à-dire ce qu'ils vont perdre chaque année du fait de l'impôt. Chaque année, ils vont devoir payer un impôt annuel sur le patrimoine. Si cet impôt dépasse leur taux de rentabilité de leur patrimoine, de leur capital, alors ils arrivent à un stade où ils oscillent autour d'une somme qui est considérée comme du coup leur palier stable, à partir duquel ils ne bougeront plus. C'est-à-dire que même en achetant, là vous parlez de spéculation et tout, même en achetant, même en devenant plus rentable, leur patrimoine ne s'agrandit pas. Un exemple Logique. très Ouais. simple, c'est si jamais tu as une rentabilité de 17%, bah, si tu n'as que 100 euros, c'est ton seul patrimoine, c'est 100 euros et tu as une rentabilité de 10% pour faire le calcul facile, ce qui est déjà incroyable, 10% de rentabilité par an hein, sur un patrimoine. Et ben à la fin de l'année, tu vas gagner 10 euros. Vu que tu as très peu de patrimoine, tu ne seras pas imposé. Peut-être tu auras un impôt négatif, mais ça on en reparlera plus tard. Et du coup, tu gagneras plus 10 euros. Donc ton patrimoine devient 110. L'année suivante, tu refais, tu as 11 euros. Hop, 121. Voilà. Et du coup, ces gens-là, leur patrimoine augmente. C'est cool, super. Mais c'est toujours avec 10% de rentabilité. Donc la personne, elle investit dans la même chose. Mais la personne a, mettons, 100 000 euros. Ou 1 million. Mettons 1 million, tu vois. Ouais. Et ben, si à 1 million, tu te retrouves avec des impôts à payer à hauteur de, allez, 11%, et ben en fait, tu perds de l'argent à la fin de l'année, même avec une rentabilité de 10%. Parce que l'impôt, il n'est pas sur ce que tu as gagné, mais sur ton patrimoine. Et du coup, ça fait que tu vas stagner à 1 million tant que tu n'auras pas, soit arrêté genre dépenser de l'argent, investi de l'argent, dépenser de l'argent. Et donc, dans ce cas-là, tu vas enfin et ça c'est une bonne chose pour l'économie parce que tu vas enfin réinjecter de l'économie dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Donc waouh, on dit aux gens de dépenser, cool, enfin. Soit tu vas essayer de gagner plus, soit tu fais rien en fait, t'as une belle vie, hein, t'as un patrimoine d'1 million d'euros, t'as sans doute un salaire stylé, c'est bon quoi, amuse-toi dans ta vie. Soit tu essaies d'avoir plus d'argent et dans ce cas-là, tu dois essayer de devenir plus rentable et de trouver de meilleurs investissements. Mais c'est ce qu'ils font déjà actuellement pour essayer d'avoir plus d'argent. Sauf que là, ils essaieront de faire ça pour passer de 1 million à 1 million 100. Parce que une fois qu'ils auront trouvé le moyen de spéculer pour avoir 11% de rentabilité, maintenant, à partir de maintenant, sur leur patrimoine, ils retrouvent la nouvelle barrière qui est à 1 million 100, par exemple, qui est de 11%, qui est maintenant 12% d'impôt, tu vois. Mais Du ça coup, ils va sont rebloqués. désinciter les gens à devenir milliardaires. Macron a dit il faut que tous les jeunes puissent rêver d'être milliardaires. Ouais, mais est-ce qu'il a raison, Macron? Quoi? Tu remets en cause la parole de Non. notre roi. Non, en fait, ça a été prouvé que ça rend pas heureux d'être milliardaire et que le seuil de bonheur s'arrêtait assez tôt dans l'échelle des salaires. Hein. Et Donc donc, ça va. même les milliardaires, techniquement, ont intérêt à ce système parce que ça les rendrait plus heureux. Ah oui, On a des ah oui, études oui, là-dessus. complètement. Euh, D'accord, ok, intéressant. Mais du coup, comment tu ferais pour lutter contre l'évasion fiscale? Parce que dans un tel système, les riches vont partir et on va être dans... Ouais, alors moi, j'ai jamais bien compris ce truc-là, le fait que les riches partent. En fait, si les riches partent et qu'ils ont un business sur le territoire français,
on peut encore imposer leur business sur le territoire français. On est maître complet de l'imposition des business qu'ils possèdent sur le territoire français. Donc, à mon avis, si la peur c'est qu'ils partent avec leur argent, si l'argent il était de toute façon investi et que ça leur rapportait à eux de l'argent, moi ça me dérange pas vraiment en fait, hein. Ok. Donc ok, partons du principe, ils partent. Ils vendent du coup leur entreprise. Ah bah du coup, quelqu'un d'autre va le racheter, l'entreprise, et les travailleurs sont toujours dans l'entreprise, font toujours le travail qu'ils étaient censés faire. L'État peut peut-être arriver et proposer d'aider les travailleurs pour faire de l'entreprise une coopérative. Ce serait un win incroyable pour tout le monde. Moi, je comprends pas trop le problème en fait. Sachant que l'État va avoir une masse d'argent énorme de la part de tous les gens Qui et vont de rester et tous les payer gens leurs impôts et respecter la loi, quoi. qui vont respecter la loi, et même ceux qui partent mais qui ont encore un business, qui veulent toujours maintenir un business sur le pays, ils vont devoir quand même respecter cette loi-là. Donc l'argent, Ouais. il revient quand même à l'État. Et avec tout cet argent, l'État pourra investir pour des grands plans de relance en permettant de racheter justement à ces entreprises-là par les travailleurs. Moi, en vrai, ça me dérange pas trop que les personnes partent, hein. Elles sont très chères, elles sont très très chères ces personnes, hein. C'est des gens qui remplissent chaque mois, ils se connectent à leur propre version de la CAF parce que ce sont des assistés et ils demandent 200 milliards d'aides aux entreprises. Ils font leur petit papier. Oui, je me suis fait taper dessus à la récré et du coup, mon enseigne a besoin de 4 milliards de plus cette fois-ci. Ouin Euh, ouin. J'ai besoin mais, d'argent. mais on leur demande rien, tu vois. Il n'y a pas de conditionnalité de la plupart de ces aides. Donc, Exact. moi, ça Bonne me dérange pas réponse. qu'ils partent et que toutes ces aides, en fait, on les utilise pour aider les travailleurs à racheter leur boîte de leur patron lâche et Parasite. anti-patriote qui partirait dans ce cas-là. Et eux, ils paieraient moins d'impôts, hein. Ils paieraient moins d'impôts parce qu'ils auraient une part de l'entreprise, donc un plus petit patrimoine. Donc, cette proposition sur le patrimoine serait aussi un énorme coup de pouce pour les coopératives qui, du coup, quand tu fais une boîte, ça serait bien mieux de l'ouvrir en coopérative plutôt que de l'ouvrir en Ah étant le oui. seul propriétaire. Puisque du Oui, il faut coup, des si la propriété est incitations. partagée, Il faut des incitations aussi spécifiques pour les coopératives. Je suis totalement d'accord. Ça, c'en est une du coup. Ouais. Super, bah, très voilà. bonne réponse. Je pense que je vais être d'accord avec toi sur tout ça. Bien expliqué. J'espère que c'était clair comme réponse. Cool. Alors attends, est-ce qu'on a bien répondu à toute la question? Ouais, sur la spéculation, je pense que... Du coup, est-ce que la spéculation est techniquement possible? Oui, mais genre, elle va être beaucoup moins rentable qu'aujourd'hui, quoi. Bah, en fait, non, parce que donc, dans la question qui était donnée, c'était acheter beaucoup d'un produit pour le raréfier artificiellement, puis le revendre bien plus cher ensuite. Quelle structure pourrait faire ça sans souffrir du fait que cet accaparement implique un énorme impôt à la fin de l'année? Ouais. Ou alors ce serait sur des temps très très courts. Ou alors ce serait des énormes conglomérats, enfin plein de gens en même temps qui font ces achats-là. Mais ça, on voit bien que ça marche pas trop parce qu'il y a tout le temps un pour trahir, pour vendre en premier avant tout le monde Bah et oui, faire oui. effondrer complètement le truc. Donc non, non, en fait, je vois pas comment c'est possible. Non, même sur des temps longs. C'est-à-dire qu'une fois que tu possèdes, mettons, 10% du marché entier de un truc, tu as déjà des impôts catastrophiques qui te tombent dessus. Et du coup, tu es obligé de revendre pour payer tes impôts. Donc tu peux pas, en fait, t'accaparer à ce niveau-là des choses. Ouais, mais au sein d'une même année, tu pourrais, dans une période de 6 mois, si les impôts ils tombent tous les ans, Ouais, non, mais attends, les impôts, ils sont pas calculés comme ça, tu sais, hein. ouais, Ils ils sont sont, ils calculés au sont... prorata de la propriété lors de la... Si c'est des énormes... Tu vois, pour le commun du mortel, oui, on va regarder ce que tu as à la fin de l'année ou des choses comme ça. Mais pour des énormes... bah, tu vois, les actions, par exemple, ils regardent les données en temps réel pour connaître les bénéfices que tu as fait et tout. Et puis même, Tu vas pas pouvoir acheter tout en février, revendre tout en novembre et dire à l'administration, j'ai absolument rien spéculé dans l'année, vous inquiétez pas. ouais, de toute façon, tous tes gains en patrimoine de la spéculation, bah, ils rentrent dans ton patrimoine. Tu vois, si tu te fais plein d'argent et tu le dépenses sur des trucs, si tu t'achètes une énorme maison à 10 millions d'euros, des voitures, etc., bah, ça rentre dans ton patrimoine. Donc, ça, Ouais, l'État est au courant. au-delà d'un certain niveau de richesse,
c'est quasiment impossible de consommer ton argent en fait. Dans le système actuel, ouais. Ouais. Sauf si t'achètes Sauf si tu fais des dons. sauf si t'achètes Twitter pour 40 milliards et après tu détruis la plateforme. Franchement, il a fait fort, hein. Il n'y avait pas beaucoup de moyens pour Elon Musk de dépenser son argent réellement en baissant son patrimoine. Mais c'est vrai. Il a C'est trouvé tellement un des vrai. seuls trucs, c'est genre acheter une méga entreprise et juste la descendre complètement. Tu te rappelles quand on s'était rendu compte du niveau de richesse des plus riches au monde et qu'on avait fait le calcul qu'il faudrait qu'ils dépensent qu'il faudrait qu'ils arrêtent de gagner de l'argent et qu'ils dépensent 9 millions d'euros chaque jour jusqu'à la fin de leur vie pour espérer dépenser l'intégralité de leur richesse. Ouais. Et là, Elon Musk, un des plus gros cerveaux de notre humanité, Un génie. nous a complètement époustouflés en réussissant à trouver une manière de dépenser 44 milliards. Est-ce que c'est pas la mois. plus grosse innovation d'Elon Musk au final? Est-ce que c'est pas le truc le plus gros cerveau qu'il a fait de sa vie? L'idée la plus originale qu'il a eue. Trouver un moyen de réduire son patrimoine à cette vitesse-là. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoutez, si vous n'avez plus de questions supplémentaires, vous pouvez en faire si vous écoutez cet épisode en rediffusion actuellement et nous y répondrons la semaine prochaine. Et oui. Et sinon, on se dit rendez-nous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine, tout le monde. Allez, Regardez Shawshank Redemption. oubliez pas, on va le faire. Faites-le aussi. Ciao! Salut, salut.